Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la partie 4 de votre programme intitulée « La mondialisation et ses enjeux ». Par mondialisation, on désigne une forte intégration des économies nationales dans le commerce mondial. Le contenu de cette partie est réparti en 3 chapitres. Le premier chapitre porte sur les échanges internationaux de biens et services et leur évolution. Un deuxième chapitre traite l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Et le dernier chapitre sera consacré aux firmes multinationales. On va commencer bien sûr par le premier chapitre, en particulier la première section, intitulée « Présentation des échanges internationaux de biens et services ». Les objectifs de cette section sont, tout d'abord, identifier les échanges internationaux de biens et services, qui fera l'objet de cette séance, et calculer et interpréter les indicateurs du commerce extérieur, qui fera l'objet de la séance prochaine. Donc, pour identifier les échanges internationaux de biens et services, vous allez commencer par l'exploitation de l'activité 3, page 202 de votre manuel scolaire. Il vous est demandé, dans cette activité, de dresser la liste des biens et services dont dispose l'auteur et, dans une seconde question, de mettre en évidence la diversité de leur origine. Je vous recommande de présenter votre réponse en 2 colonnes. Une première colonne sera consacrée à la liste des biens et services et la deuxième colonne sera consacrée à leur origine. Passons donc à la lecture de ce document. Le titre, c'est « Mon quotidien Made in ». Il est 7 heures. Je me lève en buvant un café du Brésil. Donc, le bien, c'est du café. L'origine de ce bien, c'est le Brésil. Accompagné de cornflakes anglais. Donc, le bien, c'est cornflakes. L'origine, c'est l'Angleterre. Puis, je me lave les dents avec un dentifrice. Donc, dentifrice, c'est du bien suédois. Donc, l'origine, c'est du Suède. En écoutant la radio avec un post made in Taïwan. Donc, post radio, c'est le bien. Taïwan, c'est son origine. Il est temps d'enfiler mon jean Lee Cooper, fabriqué en Espagne. Donc, jean Lee Cooper, c'est le bien. L'origine de ce bien, c'est bien sûr l'Espagne. Je chausse mes chaussures italiennes. Donc, chaussures, le bien. L'Italie, c'est l'origine de ce bien. Je programme mon magnétoscope japonais. Donc, magnétoscope, l'origine, c'est du Japon. Pour enregistrer un film suédois, donc, film, c'est le bien, et Suède, l'origine de ce bien. Et la liste est longue, bien sûr. La réponse à ces 2 questions est présentée comme suite. Comme on a déjà dit, une première colonne consacrée à la liste des biens et services et une deuxième colonne sera consacrée à leur origine. Vous constatez qu'il y a autant de biens que de pays appartenant à différents continents, ce qui montre la nécessité et l'importance des échanges extérieurs pour parvenir à une meilleure satisfaction des besoins aussi bien des consommateurs que des producteurs. La réponse rédigée à cette question est la suivante. Le consommateur dispose d'un ensemble de biens et services qui sont originaires de plusieurs pays et continents, ce qui prouve la nécessité pour un pays de s'intégrer dans le commerce mondial par des relations d'échange pour une meilleure satisfaction des besoins de ses agents économiques. On va se demander maintenant si les échanges internationaux sont un phénomène nouveau ou bien ancien. Pour répondre à cette question, je vous invite à exploiter
l'activité 1, page 202 de votre manuel scolaire, intitulé « La naissance du commerce international ». Il vous est demandé donc, dans la première question, si les échanges internationaux constituent un phénomène récent, c'est-à-dire un phénomène nouveau. Passons à la lecture de ce passage. Depuis l'apparition des grandes civilisations, les contacts entre les peuples se sont accompagnés de transactions commerciales, c'est-à-dire d'opérations commerciales. Donc, d'après ce passage, vous constatez que les échanges, loin de constituer un phénomène nouveau, mais plutôt remontent aux anciennes civilisations. Donc, c'est un phénomène ancien. De plus, si vous passez aux phrases soulignées, l'auteur précise qu'avec l'avènement de la révolution industrielle, il y a un développement d'un commerce moderne. Donc, les échanges ne constituent pas un phénomène nouveau, et à partir de la révolution industrielle, c'est-à-dire à partir du XIXe siècle, ces échanges ont connu un essor, une progression importante. On va pour l'instant passer à la deuxième question, où on vous demande de dégager les facteurs qui ont permis de développer les échanges internationaux. Vous êtes en présence d'une consigne et c'est dégager, c'est-à-dire relever les éléments de réponse à partir de cette activité. C'est la raison pour laquelle je vous demande d'exploiter le deuxième paragraphe de ce passage. Avec l'avènement de la révolution industrielle, sont apparus des moyens de transport efficaces et des capacités de production jusqu'alors inconnues. Donc, les facteurs qui ont contribué au développement des échanges internationaux sont deux facteurs. Le premier, des moyens de transport plus efficaces en termes de rapidité, de capacité de transport et même de diversification. Et le deuxième facteur, l'augmentation de la production permise bien sûr par les innovations technologiques générées par la révolution industrielle. Puisqu'une augmentation de la production oblige les producteurs nationaux à chercher de nouveaux débouchés à l'extérieur pour écouler leur production, bien sûr, par les exportations. L'auteur indique aussi qu'avec la mondialisation des échanges, ou bien la mondialisation des échanges rend toute tentative autarcique complètement illusoire, irréelle, imaginaire. Donc, tentative autarcique, ça veut dire qu'une économie va s'isoler du reste du monde et donc interdire des échanges. Avec la mondialisation, un pays ne peut pas s'isoler du reste du monde, il doit s'intégrer dans le commerce mondial par des relations commerciales pour une meilleure satisfaction des besoins de ses agents économiques. La réponse rédigée à ces deux questions est la suivante. La réponse à la première question, les échanges internationaux de biens et services ne constituent pas un phénomène nouveau, mais remontent aux anciennes civilisations. De plus, ces échanges se sont développés depuis la révolution industrielle, c'est-à-dire à partir du XIXe siècle. Quant à la réponse à la deuxième question, les facteurs ayant contribué au développement des échanges internationaux sont, tout d'abord, la diversification et le développement des moyens de transport, mais également la croissance de la production qui oblige les producteurs à chercher de nouveaux débouchés à l'étranger par des opérations d'exportation pour écouler leur production, mais aussi pour s'approvisionner en produits qui font défaut dans le pays, c'est-à-dire des produits qui manquent ou qui sont inexistants. Maintenant, on se demande sur les échanges extérieurs. Qu'entendez-vous par échange extérieur? Je vous rappelle que vous êtes déjà familiarisé par cette notion, vue en deuxième année, et puis cette notion a été reprise en quatrième année, en particulier dans la partie 1 de votre programme.
où on a montré que les échanges extérieurs constituent un facteur de croissance économique. Par définition, les échanges extérieurs de biens et services ou commerce extérieur sont des opérations commerciales réalisées entre des agents économiques résidant dans un pays et le reste du monde ou bien l'étranger. Donc, on pose la question suivante, quelles sont les composantes des échanges extérieurs? Pour répondre à cette question, vous allez exploiter l'activité 2, page 202 de votre manuel scolaire, intitulée « La composition des échanges internationaux de biens et de services ». Passons à la lecture de ce document. Les flux d'échanges internationaux sont constitués des exportations, c'est la première composante, vente à l'étranger de marchandises produites par les unités résidentes, et des importations, c'est la deuxième composante, c'est-à-dire achat de marchandises fabriquées à l'étranger par les unités résidentes. Donc, comme vous constatez, les composantes des échanges extérieurs sont, d'une part, les exportations, c'est-à-dire les ventes à l'étranger, et d'autre part, les importations, c'est-à-dire les achats de l'étranger. Pour mieux comprendre ces deux notions, on va passer à un schéma. Vous avez un pays A et pays B. L'exportation de biens et services, c'est une sortie de biens et services, c'est-à-dire vente de biens et services, il s'agit d'un flux réel. En sens inverse, on a un flux monétaire qui est l'entrée de devises. Donc, l'exportation correspond à l'ensemble des ventes à l'étranger de biens et services. Quant à l'importation, c'est une entrée de biens et services, c'est-à-dire achat de biens et services. Il s'agit d'un flux réel. En sens inverse, on a une sortie de devises, c'est un flux monétaire. Donc, les importations correspondent à des achats de l'étranger de biens et services. Revenons à la même activité pour identifier le commerce extérieur au sens strict et au sens large. Bien sûr, en s'appuyant sur la même activité, l'activité 2, page 202, où on va exploiter le deuxième paragraphe. La notion de commerce extérieur correspond stricto sensu, c'est-à-dire au sens strict. Correspond à quoi? Aux échanges de marchandises uniquement. C'est-à-dire si les échanges portent sur des marchandises uniquement, on parle du commerce extérieur au sens strict. Dans le sens large, elles correspondent à l'ensemble non seulement de biens et services, de biens, mais également de services. Donc, c'est le sens large du commerce extérieur. C'est-à-dire, si les échanges portent sur des biens, des marchandises, mais aussi des services, dans ce cas, on parle du sens large du commerce extérieur. Donc, comme vous remarquez, le commerce extérieur est composé, lorsqu'il est composé par des opérations d'exportation et d'importation de marchandises uniquement. On parle du sens strict du commerce extérieur. Et si les exportations et les importations portent aussi bien sur des marchandises et des services, dans ce cas, on parle du sens large du commerce extérieur. La réponse écrite à cette question est la suivante. Lorsque les échanges des unités résidentes avec le reste du monde portent uniquement sur des exportations et des importations de marchandises, il s'agit du commerce extérieur au sens strict. Par contre, lorsque les échanges des unités résidentes avec le reste du monde
porte sur des échanges aussi bien de marchandises que des services, il s'agit du commerce extérieur au sens large. Comme synthèse, les échanges internationaux de biens et services ou encore commerce international désignent l'ensemble des opérations commerciales, c'est-à-dire des opérations d'exportation et d'importation, qui portent aussi bien sur les marchandises que sur les services. C'est le sens large du commerce extérieur qu'on vient de préciser maintenant. C'est la fin de cette séance. La prochaine fois, on va mesurer le commerce extérieur, bien sûr à travers le calcul des indicateurs du commerce extérieur. Merci pour votre attention.